Voilà, je vous propose qu'on démarre. Il est 10h05. On n'est pas très nombreux, mais les gens vont venir nous rejoindre. Donc, on s'est vu la semaine dernière pour la petite formation sur le Pinel. Aujourd'hui, le sujet, c'est le Malraux, qu'il soit traité en Malraux VIR, vente d'immeubles à rénover, ou en Malraux ASL, Association syndicale libre. C'est des petites subtilités qu'on va essayer de présenter là sur cette présentation-là. Comme la semaine dernière, alors je m'excuse par avance pour ceux qui étaient là, mais je vais présenter rapidement l'entreprise, mais comme il est censé y avoir d'autres gens qui n'ont pas rejoint la précédente réunion, ça sera peut-être un tout petit peu redondant pour vous. Et après, on attaquera le sujet Malraux et on verra les quelques opérations qui sont aujourd'hui éligibles en Malraux. Alors, le groupe, très rapidement, nous sommes un groupe aujourd'hui qui fête ses 20 ans d'existence. On travaille sur 4 fiscalités différentes, notamment toutes les fiscalités qui sont liées à la rénovation immobilière, puisqu'on travaille sur le monument historique, la Malraux, le Pinel rénové et le déficit foncier. Donc notre métier, il est simple et compliqué en même temps, c'est d'acheter ou de faire acheter des immeubles sur lesquels nous allons diviser ces immeubles en appartements avec les différentes autorisations qui sont requises. Et au titre de ces autorisations, nous avons donc un stock sur lequel vous êtes bien entendu invité à aller voir. Et puis, une fois qu'on a fait cela, eh bien, on s'assure auprès de cabinets d'avocats fiscalistes que la partie de l'immeuble éligible, la partie des travaux éligibles est bien celle qui nous convient suivant les dispositifs. Ensuite, on commercialise ces biens-là au travers principalement de réseaux de CGP. On a quelques apporteurs d'affaires, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Et une fois que la production est quasiment vendue, les travaux démarrent. Et une fois que nous avons fait les travaux, alors j'entends bien hein, quand c'est des travaux, bien souvent, j'ouvre une parenthèse, les gens comparent toujours la proposition que vous allez leur faire en Malraux ou en autre dispositif au prix d'un appartement qu'ils trouveront sur le Bon Coin ou sur Se Loger. Parce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est l'objection numéro 1 dans ce business-là, c'est le prix. Or, tous ces dispositifs ont été mis en place avec un avantage fiscal qui est assez important pour pouvoir venir contrecarrer le coût de la rénovation, puisque, notamment en Malraux, lorsque nous rénovons un bien en Malraux, nous devons obtenir les autorisations de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, dans laquelle travaille le fameux architecte des bâtiments de France, qui va nous dire, ben voilà, moi je veux que vous fassiez des tuiles avec tel matériau, la rénovation de tel domaine avec tel matériau, telle entreprise. Donc c'est ce qui fait que le coût d'une opération est assez élevé, c'est cette part de travaux qu'impose le législateur, puisque lui, son idée, c'est de refaire faire un immeuble dans son jus de l'époque avec les contraintes modernes, normes phoniques, thermiques, etc. Donc cette part de travaux est très importante, puisque le foncier est vendu finalement très peu cher. Et effectivement, quand on cumule le foncier et les travaux, on a un prix au mètre carré qui est supérieur à ce qui existe sur le Bon Coin, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir expliquer aux clients, c'est que dans la mesure où c'est prévu par le législateur, on ne peut pas comparer des choux et des carottes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement calculer le levier fiscal de tel ou tel dispositif. Ce montant d'économie fiscale, on va le ramener au prix au mètre carré, qu'on va déduire du prix au mètre carré de l'opération. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on a un prix de revient. Voilà. Et c'est ce prix de revient-là qu'on va aller comparer au guide des valeurs vénales, qui, à mon sens, est le seul bouquin qui tient à peu près la route, puisqu'on sait que le prix de l'immobilier, c'est une variation constante, mais au moins c'est une photographie de tout ce qui s'est passé l'exercice précédent, donc à l'année N-1. Et si on compare ce prix de revient à ce qui s'est passé effectivement dans la même ville l'année N-1, et si on est au prix de revient, ben, on considère qu'on achète bien. Si on est supérieur au prix, ben, c'est qu'il y a une problématique, c'est que soit on n'a pas dimensionné le produit vraiment pour le compte du client, parce qu'il ne figurait peut-être pas en stock, ou alors le dispositif qu'on lui propose est peut-être trop élevé par rapport à sa fiscalité. Je prends un exemple, si vous avez quelqu'un qui a 5 000 euros d'impôt et que vous lui proposez un monument historique, évidemment, l'effet de levier, il ne sera pas bon. Et dans ce cas-là, le prix de revient, il sera bien au-dessus des valeurs vénales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste toujours
quand je fais ces présentations-là, cette notion de prix. Et ce qu'il faut également savoir expliquer aux clients, c'est quand on fait une rénovation immobilière, c'est ce qu'on appelle la rénovation lourde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien souvent, ce que l'on trouve sur Internet pour les comparatifs de prix, ce sont des choses qui sont rénovées en partie. Autrement dit, quand un propriétaire vendeur met son annonce sur le bon coin d'un appartement T2 en face de l'immeuble que l'on rénove et il dit que l'appartement il est complètement rénové, en réalité, ce qu'il a fait, il a peut-être changé le sol, la peinture, il a fait la cuisine et la salle de bain. Mais c'est tout. Donc, on ne peut pas comparer ce que le client, le propriétaire vendeur met sur le bon coin à ce que nous faisons, puisque nous, dans la rénovation d'un immeuble, on fait absolument tout. C'est-à-dire qu'on fait la façade, la toiture, les ouvertures, le gros œuvre, le second œuvre, les parties communes et les parties privatives. Donc, ce n'est pas du tout le même travail. Donc, on peut pas mélanger des choux et des carottes. Et ça, c'est important. Et vous verrez juste après que, en plus, dans la gamme de prix des travaux, sont inclus ce que je vous ai indiqué précédemment, mais sont également inclus les frais d'architecte, puisque bien souvent, ce sont des immeubles qui sont obsolètes en termes d'isolation, etc. Comme on découpe les appartements avec l'autorisation du fameux architecte des bâtiments de France, il faut que l'architecte y travaille pour savoir comment on découpe, les flux, etc. Ensuite, dans ce prix des travaux, vous avez également, vous verrez tout à l'heure, la garantie de bonne fin fiscale d'un cabinet d'avocats fiscalistes qui garantit l'opération pour le compte du client. Donc, tout ça constitue le prix des travaux. Donc, il faut vraiment savoir défendre son bout de gras et expliquer aux gens que leur comparatif, le produit idéal qu'ils ont dans la tête, ma foi, n'existe peut-être pas. Parce que si on nous demande, et j'ai ça quasiment toutes les semaines, des gens qui me disent « Moi, je veux une Malraux, mais je veux que ça soit sur Paris, je veux qu'on n'investisse que 300 000 euros et je veux 80% de travaux », pardonnez-moi, mais ça, je ne sais pas faire parce que ça n'existe pas. Donc c'est toute cette notion-là sur laquelle il faut, à mon avis, axer sa présentation, puisque même si l'investisseur ne vous parle pas du prix, il va forcément faire son calcul dans sa tête, il va aller consulter son comptable, sa femme, son copain, qui vont tous lui dire « Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu achètes cher ?» Et dans ce cas-là, lorsque vous le rappelez, évidemment, le téléphone ne répond plus. Donc peut-être anticiper dans ce type de clientèle en expliquant que, bien sûr, au titre de ses impôts, il est éligible à tel ou tel dispositif, et le prévenir que le dispositif en question a été prévu comme ça. C'est d'une part l'acquisition d'un foncier, de l'autre part l'acquisition d'un marché travaux qui est contrôlé par l'administration fiscale et donc qui est assez conséquent, et qu'en contrepartie de ce surcoût, eh bien, on a ce qu'on appelle l'amortisseur fiscal, qui est cette partie de gain fiscal. Et après, on vient toujours au fondement principal de l'immobilier. Tous ces produits rénovés sont en centre-ville. Je prends par exemple l'exemple de promoteurs qui font du neuf. Ils ont besoin de terrain. Moi, je n'ai pas besoin de terrain. Donc, ils construisent quoi? En périphérie, première, deuxième ou troisième couronne de ville. Moi, j'ai cette chance-là, c'est que je suis toujours en centre-ville et on sait pertinemment que l'immobilier, c'est trois règles, on les a toujours vues ensemble, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc, on matche vraiment bien avec le vrai sens d'un investissement immobilier. En 2020, on a commercialisé un peu plus de 190 lots. On a un objectif en 2021 de faire un peu plus de 240. Alors, ça va dépendre de la réactivité des banques, puisque les taux sont très bas, donc elles traînent les pieds pour pouvoir prêter. Elles comprennent souvent pas grand-chose aux produits rénovés parce qu'elles ont l'habitude de faire du neuf. Donc ça fait partie de notre boulot, de pouvoir leur expliquer comment ça fonctionne. Mais bon, on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Et nous avons un capital social de 8 millions et 10 000 euros. Et ce capital social est complètement libéré. C'est-à-dire que nous ne dépendons pas de banques, de fonds de pension, de que sais-je. C'est uniquement réparti en fonction des associés sur cette entreprise. Depuis donc une vingtaine d'années, on a mené à bien un peu plus de 150 opérations, ce qui suppose une expertise dans l'estimation des travaux. Et vous verrez pourquoi je vous dis ça, parce que dans nos contrats, dans notre marché travaux, il est garanti de manière forfaitaire, quels que soient les aléas de chantier. Et ça, c'est super important, parce que ça peut peut-être faire partie aussi d'objections que vous signifierez à vos clients, qui lui-même a peut-être fait rénover sa salle de bain, sa cuisine, que sais-je, et l'entreprise lui a dit que ça coûtait 5 000 euros, puis au final, il s'en est sorti à 7 ou 8 000 euros. Donc, il se pose la question
dans la rénovation complète d'un bâtiment, comment est-ce qu'on maîtrise les coûts? Eh bien, la maîtrise des coûts, elle est faite par l'expérience que nous avons maintenant des opérations que nous avons faites. Vous comprendrez bien que lorsqu'on fait une estimation de prix, on ne démonte pas l'immeuble pierre par pierre. Donc, il se peut, et ce n'est pas un risque nul, que lors de la rénovation, il y ait quelques surprises qui arrivent, mais maintenant, au vu de l'expérience que l'on a, ces surprises, elles sont vraiment dans un cercle relativement restreint, et c'est pour ça qu'on peut proposer à vos clients, à vous, allô, allô. Voilà, merci, c'était Sarah. Bienvenue Sarah. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les produits rénovés ont un effet de levier assez puissant. On essaye bien entendu depuis 20 ans d'apporter un service complet à vos clients, et notamment par le fait que le marché travaux chez nous est ferme et définitif, quels que soient les aléas de chantier. Aujourd'hui, pour finir sur cette partie de présentation des travaux, on a un volant d'appartements à rénover entre 520 et 530 logements, qui est une poche de logements que l'on rénove, et cette poche se déplace dans le temps avec les logements qui sont livrés et les nouvelles commandes qui arrivent. Donc, ce qui suppose derrière d'avoir un staff qui soit assez conséquent, puisque, comme je vous le disais, comme on garantit le prix des travaux de manière ferme et définitive, on se doit, nous, entreprises, d'aller surveiller ce qui se passe sur le chantier, puisque nous déléguons, bien entendu, nous avons un statut de contractant général, donc nous déléguons les travaux à des entreprises avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler, ce qui n'empêche pas le contrôle, bien entendu, surtout pour ces raisons-là, pour éviter que ça dérape et que l'entreprise soit partie dans une pente un peu de travers. Donc, on sait tout de suite rectifier les choses pour pouvoir garantir notre marge, bien entendu. La majorité des opérations que nous proposons, elles sont maintenant dans les grandes villes de France. On parle de Lille, de Paris, de Marseille, de Toulouse, de Nice, de Nancy. Bref, on est dans ces grandes villes-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est bien plus appétant pour le client qui se méfie toujours des investissements dans des toutes petites villes dont ils ne connaissent même pas le nom. Mais le revers de la médaille est le suivant, c'est que moi, quand je rénove, mon coût de rénovation est une constante. C'est-à-dire que je rénove à Vichy ou que je rénove à Paris, mon coût de rénovation sera quasiment identique. En revanche, ce qui va faire la différence du prix du produit, c'est la valeur du foncier. Donc, comprenez que quand on est sur une petite ville comme Vichy, par exemple, je dis ça parce qu'on a un monument historique à Vichy qui est en train de se terminer, on a une valeur de foncier qui est extrêmement ridicule. Donc, les travaux proportionnellement au foncier sont extrêmement importants. Donc, on présente des opérations qui ont 80 ou 85% de travaux. Maintenant, si notre choix politique et de stratégie est de travailler sur des plus grandes villes, ben forcément, ce ratio va s'écrouler puisque l'acquisition du foncier est plus importante. Donc ça, c'est un choix stratégique. Il y a des entreprises de rénovation, des opérateurs qui vous proposeront des petites villes avec un marché de travaux très, très important pour cette raison-là. Mais je pense que c'est plus intéressant d'aller dans des villes de plus grande importance parce que le final du client, outre l'avantage fiscal, c'est ce qui va en tirer les fruits de son investissement in fine. Donc, voilà un petit peu comment les choses s'articulent. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Ça permettra de vous répondre en instantané sur ce que vous souhaitez aborder. Très rapidement, les activités du groupe, il y en a plusieurs. On a évidemment la recherche foncière. On a des gens qui s'occupent des relations avec les agents immobiliers, avec les propriétaires vendeurs, avec éventuellement les villes qui ont bien souvent des immeubles qui sont complètement à rénover, qui n'ont surtout pas les moyens de le rénover. Donc, ils sont bien contents de pouvoir faire venir les entreprises. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote sur le dispositif Malraux qui nous intéresse, la ville de Bordeaux est un des plus grands secteurs sauvegardés de France. Il y a 96 secteurs sauvegardés en France. Et pourquoi la ville de Bordeaux est si belle quand on y va? C'est parce qu'effectivement, c'est l'investisseur privé qui a pris le relais de l'État pour pouvoir faire ses investissements et rénover cette ville. Et d'ailleurs, juste une autre anecdote, à l'époque de la mandature de François Hollande, François Hollande étant originaire de Tulle. Tulle, il y a un secteur sauvegardé, et ça, il l'a bien compris, puisque à l'époque, sous sa législature, il était question de mettre la Malraux dans les niches fiscales. Et bien entendu, si le législateur mettait la Malraux dans le plafonnement des niches fiscales, ben la Malraux n'aurait plus aucun intérêt. À 10 000 €, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, c'est le seul dispositif fiscal qui, par décret présidentiel de M. Hollande, il n'a pas tout fait mal, il a fait des choses bien aussi, a dit non,
moi, je refuse que la Malraux soit mise dans le plafonnement de l'indice global. Et donc, ils l'ont sorti de ce projet-là uniquement parce que dans sa ville de Tulle, il avait bien compris que l'outil Malraux était très important pour faire rénover sa ville. Voilà, je ferme juste la parenthèse, mais il me semble qu'elle est importante. On a évidemment la commercialisation. Alors, comme je vous le disais précédemment, on travaille principalement avec des conseillers en gestion de patrimoine. On n'est pas présent dans les banques. C'est pas qu'on ne veut pas y aller, mais que le processus pour être agréé dans une banque est tellement important. Et comme on travaille sur des petites copropriétés, à partir du moment où la banque nous dirait, voilà, on est intéressé par telle opération, le temps de passer tous les strates, l'opération elle est déjà vendue. Donc, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc, on préfère travailler avec des indépendants qui viennent faire pour la plupart du picking chez nous, mais ça nous va très bien. On a bien entendu la partie rénovation qui est une partie lourde, hein, puisque vous avez vu qu'il y a une poche de 520 à 530 logements qui sont en train d'être rénovés. On est très attentif aux nouveaux projets qui vont nous être présentés sur les normes d'isolation, etc. Tout le projet vert, si vous voulez, que le gouvernement est en train de mettre en place pour les immeubles. Donc, ça va nous faire transformer, je pense, la manière dont on va rénover pour être bien dans les clous lorsque les biens seront livrés. Et quand je parle de rénovation, c'est une rénovation lourde qu'on a évoquée juste précédemment. On proposera à vos clients également la partie locative. Ce n'est pas une obligation, hein, le client fait bien comme il veut, mais ça permet d'avoir un package complet parce que bien souvent, les clients qui sont éligibles à ces dispositifs, c'est des clients qui gagnent beaucoup d'argent, donc ça veut dire qu'ils bossent beaucoup, qu'ils n'ont pas le temps et ils ne veulent surtout pas aller faire les entrées-sorties de locataires. Donc, ça vous permet de proposer cette partie-là de gestion locative. Alors, on n'est ni plus cher ni moins cher que les copains, c'est pareil, mais c'est juste un service que l'on fait sur un département qui est donc au siège, qui est à Perpignan, puisque aujourd'hui, vous avez deux entités. Vous avez le siège qui est à Perpignan où il y a 45 ou 50 personnes et vous avez le bureau parisien d'où je vous parle, qui est plutôt axé sur la commercialisation et la partie fiscale. Donc voilà pour l'activité principalement liée à la rénovation immobilière. Et l'activité d'Angelis Resort, c'est une activité un peu particulière qui est une activité de gestion hôtelière. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, on a au catalogue des hôtels à vendre, hôtels qu'on achète à des hôteliers qui sont en fin de vie professionnelle, qui n'ont plus forcément les sous de remettre tout le temps aux normes les hôtels, etc. Donc, on achète un hôtel. Durant la fabrication, autrement dit, ce que j'appelle la fabrication, pour moi, c'est la rénovation. Donc, durant la rénovation de cet hôtel, c'est du déficit foncier. Ensuite, on switch sur du loueur en meublé non professionnel avec un rendement qui est garanti et donc l'exploitation de l'hôtel nous revient. Et comme dans l'ADN de l'entreprise, vous l'avez compris, on n'est pas hôtelier de base, hein, on n'a pas d'expérience d'hôtellerie. Donc, la seule chose qui est très importante, c'est de pouvoir remplir l'hôtel. Avoir du personnel spécialisé en hôtellerie pour faire tourner l'hôtel, ça c'est très facile. En revanche, remplir l'hôtel, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, on n'a pas une enseigne Angelis Resort qui n'est connue de personne, mais on est franchisé de plusieurs groupes, notamment Best Western et le groupe Choice, qui est un groupe américain. Pourquoi ? Pour pouvoir accéder à leur centrale de réservation permettant de remplir nos hôtels. Voilà un petit peu de la stratégie. Alors aujourd'hui, on a un hôtel à Nice à vendre. Alors c'est vrai que crise Covid oblige, les gens mettent un petit peu le frein sur l'investissement hôtelier, mais bon, on sait très bien que tout ça va redémarrer un jour ou l'autre, donc je n'ai pas de problématique particulière. Et enfin, dernière entité qui nous a demandé un peu plus de 24 mois de travail administratif infernal, c'est la création d'une société de gestion de portefeuille qui est en fait la création d'une société qui va proposer des SCPI. Et pour avoir cette possibilité-là, il faut obtenir ce qu'on appelle l'agrément de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et pour obtenir l'agrément de l'AMF, eh bien, il faut vraiment montrer patte blanche. Donc, ça suppose que si effectivement le groupe, enfin cette filiale-là, a reçu l'agrément de l'AMF, c'est que le groupe a des comptes qui sont sains, des dirigeants qui sont de bonne facture, tout a été vérifié, je peux vous dire, parce que l'AMF ne donne pas un agrément comme ça juste parce que ça lui plaît. Vraiment, tout est vérifié sur place. Donc, cet agrément, on l'a obtenu fin d'année 2020. Aujourd'hui, on est en train de finaliser les premiers SCPI que l'on va pouvoir peut-être vous proposer. On verra ça après. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça chez nous spécialement. Il y aura une SCPI de déficit foncier et une SCPI de rendement.
Notre objectif, il est très simple, c'est qu'à partir du moment où nous avons défini ce qu'on appelle les associés fondateurs, qui peuvent être vos clients qui ont quelques avantages, eh bien, on peut ouvrir l'appel public à l'épargne, on collecte 10, 15, 20 millions d'euros suivant l'importance de la SCPI, et ensuite, avec ces sous, on va acheter des immeubles, on va les rénover et on va faire la gestion de portefeuille, permettant à vos clients d'avoir un avantage fiscal et bien entendu une rentabilité qui est garantie, puisqu'il y a tout un tas de cautions qu'il faut mettre pour pouvoir créer ces choses-là. Donc voilà un petit peu les activités du groupe et je pense que c'est important que vous ayez ça à l'esprit pour pouvoir expliquer à vos investisseurs que le partenaire avec lequel vous travaillez, il tient là. Je peux proposer, moi, plusieurs services parce que j'ai bien conscience que nous sommes sur le même bateau, c'est-à-dire que vous avez les clients, moi j'ai les produits, il faut donc qu'on les mette ensemble et pour les mettre ensemble, il faut que je vous apporte certains services. Donc évidemment, vous avez un site, ça va sans dire, je ne m'appesantis pas là-dessus. Et puis après, je peux vous proposer de jour pour le jour des simulations que je fais avec un outil que j'ai en interne qui vous permet premièrement de gagner du temps parce que quand vous sautez d'un rendez-vous à l'autre, vous n'avez pas forcément le temps de faire les études. Donc, il me suffit, moi, d'un avis d'imposition, d'une durée de financement, et à ce moment-là, je vous ferai une proposition circonstanciée par mail, expliquant quel est le choix du dispositif, plutôt l'un plutôt que l'autre. Ça vous permettra de reproduire ça pour ceux vraiment qui démarrent dans ce business de la rénovation, de proposer ça à vos clients et de justifier pourquoi on fait tel ou tel dispositif, et pas simplement dire c'est parce que l'appartement est beau ou que la ville vous plaît, mais il y a une réelle étude qui est faite avec une simulation à la clé et bien entendu, quand vous le demanderez, avec une analyse de prix, puisque ça fait partie de la troisième chose que je peux vous proposer pour contrecarrer et expliquer effectivement cette notion de prix qui est un peu plus élevée que le prix du marché et pour faire prendre conscience à l'investisseur que finalement, grâce à son effet de levier fiscal, il achète en dessous du prix du marché et que dans cette hypothèse-là, il a tout gagné. Donc voilà les différents services que je peux vous proposer. Après, bien entendu, et ça j'aime assez le faire, ça me sort un petit peu de la papasserie du bureau que je suis en train de réaliser tous les jours, c'est de faire des rendez-vous clients. Alors moi, je suis physiquement sur Paris, donc sur Paris, quand on pourra se revoir, si vous avez besoin que j'intervienne avec vous chez des clients, je peux le faire. Et aujourd'hui, on le fait principalement par Zoom, et finalement, c'est assez pratique. Donc, je peux effectivement vous accompagner dans un rendez-vous. Alors, je ne ferai pas les R1, je ferai plutôt les R2 de présentation. Et en général, quand on fait une visio, ça met en valeur le client, puisque vous êtes en capacité de faire intervenir quelqu'un du groupe qui va s'occuper du client. Et moi, dans mon intervention, j'explique qui on est, qu'est-ce qu'on fait, j'explique éventuellement la simulation si vous le souhaitez. Bref, on fait en sorte de mettre le client dans une capacité de réflexion qui le mènera, permettant in fine, évidemment, d'aller sur une signature, c'est l'objectif principal. Et puis, quand ces fameuses restrictions liées au Pinel seront totalement terminées, j'ai expérimenté à plusieurs reprises dans différents métiers liés à l'immobilier ce qu'on appelle des réunions clients. Alors, ça peut se faire dans les bureaux parisiens ou dans vos bureaux, enfin peu importe, où on invite 5, 6, 7, 8 couples d'investisseurs. Vous faites peut-être intervenir un assureur en premier temps et ensuite vous me faites intervenir pour la partie purement rénovation et fiscalité. Et je puis vous dire que dans 100% des cas, il y a au moins une vente qui sort. Alors, c'est du travail parce que les gens disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas, il faut faire un petit peu de surbooking. Bref, il faut donc organiser ça de manière plutôt importante. Mais à partir du moment où on arrive à asseoir des gens dans une salle, c'est qu'ils sont déjà intéressés par le sujet, on va dire. Et si on leur apporte les bonnes réponses, etc., ça peut vraiment avoir du sens. Donc voilà ce que moi je peux vous apporter pour vous aider au maximum, surtout aux gens qui démarrent. Après, vous serez totalement autonome, bien entendu, mais ça permet vraiment de pouvoir faire plus de chiffre d'affaires. C'est ce qui nous intéresse a priori tous. Les avantages d'un investissement dans les produits rénovés, c'est qu'on a un avantage fiscal qui est immédiatement fait sur l'exercice en cours. C'est-à-dire que dans les produits rénovés, nous n'avons pas besoin d'attendre l'achèvement d'un immeuble pour obtenir un gain fiscal. Donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a un pic de revenus sur 2021. Eh bien, on peut lui proposer une opération qui va peut-être écraser tout ou partie de son impôt sur l'exercice 2021. Et quand j'indique produit sur mesure, c'est que bien souvent, on peut choisir le montant des travaux que l'on souhaite décaisser, puisque c'est lui qui fera l'avantage fiscal, pour pouvoir coller pile poil à une fiscalité qui peut être à géométrie variable en fonction des prix
primes, de dividendes, de tout un tas de choses. Et donc, on peut se faire une projection d'un investissement en disant ben, telle année, vous allez décaisser tant de pourcents, telle année, vous allez décaisser tant de pourcents pour pouvoir effectivement suivre cette partie-là. Et enfin, on a plusieurs garanties qui vous sont apportées. Donc, vous avez entendu tout à l'heure, les prix sont forfaitaires et fixes, fonciers, bien sûr, normal, et la partie des travaux. On propose une GFA pour les produits en vire, puisque les produits en ASL ne nécessitent pas une GFA. Sur toutes nos productions, on a une garantie décennale, une dommage ouvrage et une biennale. Donc finalement, on a les mêmes garanties que celles que peuvent proposer un acteur qui fait du neuf, alors que c'est de l'ancien rénové placé en centre-ville. On a également sur chaque opération un cabinet d'avocats fiscalistes qui, au travers d'une lettre de mission, va vous proposer une garantie fiscale et juridique qui est incluse dans le prix des travaux. Alors pour une grande majorité de nos produits, on travaille avec le cabinet Rivière, que certains d'entre vous connaissent forcément, qui est un des plus gros acteurs en France, qui est situé à Bordeaux, et qui donc va garantir la bonne fin fiscale, le suivi fiscal et évidemment va faire également, et c'est important, la déclaration pour le compte de vos clients pendant toute la rénovation immobilière. Donc ça enlève une difficulté supplémentaire que pourrait avoir le client de dire « Oula, qu'est-ce que c'est compliqué, je ne saurais même pas le déclarer. » Monsieur, c'est fait pour vous. Bon. Et après, dans notre pack de gestion locative, loyer impayé, dégradation, vacances locatives, bref, tout ce que peut apporter une gestion locative tout à fait classique. Donc voilà un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on voit les choses, comment on présente les choses et ce que l'on peut faire ensemble. Alors, on va attaquer le sujet du Malraux maintenant. Je regarde juste l'heure, savoir si je n'ai pas trop parlé. Non, on est plutôt pas mal. Alors, la loi Malraux, c'est une loi qui date de 1962 et c'est André Malraux, feu ministre de la Culture et poète, qui, à l'époque, voyant des immeubles se dégrader de manière très importante par manque d'entretien, a décidé que ce n'était pas possible parce qu'il y a des immeubles qui sont très beaux et que ça fait partie du patrimoine français. Et donc, il a décidé de proposer un avantage fiscal pour faire venir l'investissement privé pour la rénovation de ces immeubles. Donc, il a créé à l'époque ce qu'on appelait des secteurs sauvegardés. Ça veut dire quoi? Ce sont des périmètres géographiques dans lesquels tous les immeubles sont éligibles. Alors, par exemple, à Paris, le secteur sauvegardé, il est tout petit, il est dans le Marais. Je vous disais, à Bordeaux, le secteur sauvegardé est extrêmement vaste, et c'est la raison pour laquelle la ville est si belle. Bref, il y a 96 secteurs sauvegardés en France qui permettent de voir ce dispositif. Alors, aujourd'hui, nos énarques successifs ont changé le nom du secteur sauvegardé, c'est l'ère de valorisation du patrimoine, etc. Pour moi, ça reste un secteur qui est bien plus simple à comprendre et qui est un périmètre géographique dans lequel tous les immeubles sont éligibles. Alors, une petite anecdote qui est intéressante par rapport à ce secteur sauvegardé, qui n'est pas un terme qui est galvaudé, vous allez le comprendre. En fin 2019 ou tout début 2019, vous vous souvenez tous qu'à Marseille, 2 immeubles se sont écroulés par manque d'entretien. Il y avait une raison à cela, c'est que Marseille n'a pas de secteur sauvegardé. Donc évidemment, il n'y a pas d'investissement qui vont sur ces biens-là. Et donc s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'entretien. Et s'il n'y a pas d'entretien, à un moment donné, les immeubles s'écroulent. Et comme par hasard, vous aurez constaté que Julien de Normandie, quelques mois après l'écroulement de ces immeubles, a sorti sa loi, sa fameuse loi de Normandie, permettant d'aller rénover des centres-villes, mais de villes dites en devenir. Et c'est la raison pour laquelle, je vous disais la dernière fois, on a très peu d'offres en de Normandie, et vous en trouvez très peu sur le marché. Pour cette raison-là, c'est des villes en devenir. Et puis la seconde raison, c'est qu'un investisseur tout seul peut acheter un appartement et faire son de Normandie tout seul, ce qu'il ne peut pas faire avec un Malraux, puisque c'est l'intégralité de l'immeuble qui doit être rénové. Donc ça vous garantit, vous, que le client ne puisse pas prendre les renseignements comme beaucoup font, et puis d'aller faire son opération tout seul. Il ne pourra pas la faire, sauf s'il a la capacité d'acheter un immeuble complet et de faire tout le travail qu'on fait, mais dans ce cas-là, il change de métier, il devient opérateur. Et une chose importante aussi, et on le présente souvent pas assez, je pense, à nos clients, quand on parle de secteur sauvegardé, les gens disent « ouais, bon, ok, c'est un secteur sauvegardé ». Mais ça a un sens. C'est-à-dire qu'un secteur sauvegardé est sous la responsabilité d'un architecte des bâtiments de France qui est lui-même travaille pour la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Et cette responsabilité qu'il a, elle est la suivante, c'est que ce secteur sauvegardé ne soit pas dénaturé.
Donc, pas de présence de construction nouvelle, pas de lieu de culte, pas de supermarché, pas toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment un endroit où le potentiel de prise de valeur du bien peut être important parce que c'est un secteur sauvegardé. Et je vais vous donner une dernière anecdote que je vous invite à noter parce qu'elle est intéressante pour vraiment corroborer ce propos face à vos clients. On parle toujours de Bordeaux, bien sûr. Aujourd'hui, quand on va à Bordeaux et qu'on va en TGV, on arrive à la gare et on prend un tram et qui nous monte dans Bordeaux, qui passe par le secteur sauvegardé, les quais, quai de la Grave, etc., devant le pont de Pierre, et qui poursuit pour emmener ses clients dans Bordeaux. Et aujourd'hui, personne n'imagine la difficulté qu'a eu à l'époque le maire de Bordeaux, son nom m'échappe à l'instant, mais peu importe, l'ancien Premier ministre, parce que lorsqu'il a décidé de créer ce tram sur Bordeaux, le parcours du tram passait par le secteur sauvegardé de Bordeaux. Et lors d'une des réunions qu'ils ont eues entre le maire Alstom qui a fourni le tram et l'architecte des bâtiments de France, il était question d'alimenter ce tram. Chabon Delmas. Comment? Non, Chabon Delmas. juste après, juste après. Ah, Juppé. Juppé, merci. Voilà, merci. Là, j'ai des trous de mémoire, c'est la vieillesse. Mais c'est ça, exactement. Merci. Donc, Juppé, ancien Premier ministre, qui avait un bras long comme ça, bien entendu, de par ses fonctions, lorsqu'il, avec Alstom, ont décidé de alimenter le tram, il était question de se connecter sur les immeubles pour faire toute la partie câbles électriques, etc. Et ils ont eu un refus catégorique de l'ABF, le tout petit ABF qui travaille là face à un ancien Premier ministre, en disant « Monsieur, vous êtes dans un secteur sauvegardé, il n'est pas question une seule seconde que vous vous accrochiez à mes immeubles. » Eh bien, tous les gens qui aujourd'hui utilisent ce tram n'imaginent pas que grâce à l'architecte des bâtiments de France, Alstom a trouvé une solution d'alimentation du tram par les rails permettant de ne pas avoir tous ces fils électriques dans la ville et permettant de conserver le cachet de la ville. Donc ça, c'est super important parce que l'ABF a une puissance très importante et quels que soient les interlocuteurs, il fait respecter ce qu'il est en charge de faire. Et notamment, cet exemple de Bordeaux est très intéressant par ce fait-là. Et donc, monsieur l'investisseur, quand vous investissez dans le secteur sauvegardé, vous avez la pérennité de votre immeuble qui ne sera jamais détruit, jamais avec tout un tas de verrues dessus, dessous, en dessous, etc., vous pourrez effectivement espérer une plus-value importante. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais il me semble qu'elle est importante pour quantifier l'importance d'un secteur sauvegardé. Bon. L'avantage fiscal de la Malraux est ce qu'on appelle une réduction d'impôt. Autrement dit, c'est un montant que l'on enlève de l'impôt à payer. Alors, j'entends dire bien souvent que monsieur le client, faites un investissement Malraux et on va aller sur impôt.gouv et faire diminuer le prélèvement à la source. C'est faux, ce n'est pas possible pour une raison simple, c'est que la diminution d'un impôt lié au prélèvement à la source, elle est liée à la variation du revenu imposable. Et ce n'est pas la variation de l'impôt. Hein. Le prélèvement à la source a été fait si jamais il y a un pic de revenus que le contribuable puisse augmenter son prélèvement. De la même manière, s'il y a une descente de revenus, j'entends bien, hein, pas d'impôt, de revenus, et il puisse également le descendre. Donc les gens qui disent à leurs clients, vous récupérerez immédiatement votre avoir fiscal parce qu'on va aller sur impôt.gouv, se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Ce qu'il faut bien faire comprendre aux clients, c'est la chose suivante, c'est que l'administration fiscale sera au courant de l'investissement au mois de mai de l'année N+1 de l'investissement, d'accord, et qu'ils auront leur avoir fiscal au mois de septembre de l'année N+1. Donc, ça veut dire que quand ils font un investissement Malraux, il faut qu'ils puissent, sauf si on fait un différé, mais il faut qu'ils puissent subvenir, bien entendu, au remboursement bancaire, sans avoir de locataire à l'intérieur et sans avoir l'avantage fiscal immédiat qui sera lui, en trésorerie que l'année N+1. J'insiste là-dessus parce qu'il y a eu quelques débats avec quelques clients auxquels on avait dit ça, et après, il faut ramer à l'envers et c'est un petit peu compliqué. Et donc, comme je vous disais, je ne vais pas revenir dessus. Donc, nous, opérateurs, on est obligé de présenter notre projet de rénovation à la fameuse DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui va donc valider ou pas, d'ailleurs, notre projet de rénovation, le découpage de l'immeuble, etc. Et va nous imposer tout un tas de choses permettant la rénovation dans les règles de l'art, dans l'esprit de la loi. Voilà. Et puis, enfin, il existe deux façons d'investir en Malraux, et ça c'est au choix de l'opérateur. Soit vous avez des Malraux ASL,
association syndicale libre, soit vous avez des Malraux VIR, vente d'immeubles à rénover. Alors, ces deux structures d'investissement permettent de régler les travaux de manière différente. Je m'explique. En ASL, vous avez une séparation totale entre l'acquisition du foncier et la partie des travaux, ce qui fait que juridiquement, les travaux conservent leur qualité de travaux et donc peuvent être déductibles si jamais il y a une partie qui est optimisable au déficit foncier, peuvent venir impacter également une 2044. Donc une Malraux ASL peut avoir l'enveloppe travaux, mettons 80% qui sera mis dans la Malraux et 20% qui sera mis en impact une 2044. Donc ça permet de jouer sur les deux tableaux. Ça peut avoir du sens. Et la Malraux ASL, ce qui fait foi fiscalement, ce n'est pas l'avancement des travaux, c'est le décaissement des fonds travaux sur le compte de cette fameuse ASL dont le client est membre et ASL qui est dédié à l'immeuble à rénover. Donc, ça veut dire que, monsieur le client, aujourd'hui, vous avez besoin de X milliers d'euros de travaux, et bien même si les travaux dans le montage ASL n'ont pas démarré, vous pouvez néanmoins défiscaliser. Donc, ça, c'est important. Ce que ne permet pas la Malraux VIR, vente d'immeubles à rénover, c'est le pendant d'une VFA dans le neuf. Ça veut dire qu'on ne peut régler les travaux qu'au fur et à mesure de l'avancement de ces derniers. Et donc, dans cette hypothèse-là, on ne peut pas décider du montant des travaux que l'on veut. Et il faut que, sur l'exercice en cours, quand vos clients acquièrent cette Malraux, avoir la certitude, quel que soit l'opérateur, qu'effectivement, le chantier va bien démarrer sur l'exercice en cours, permettant à l'opérateur de faire des factures. Sinon, il n'y a pas de défi sur l'exercice en cours. Donc, je vous invite à vérifier ça lorsque vous avez des Malraux à proposer, qu'effectivement, on a une ouverture de chantier qui est prévue pour l'année en cours et d'éviter les fausses attestations que font certains, permettant juste à votre client de démarrer la fiscalité et certains, j'entends opérateurs, hein, je ne mets pas en cause le CGP bien entendu, certains opérateurs font cela pour arranger commercialement les gens, mais je rappelle juste que c'est du pénal. C'est-à-dire que si effectivement l'administration fiscale tombe sur une attestation qui n'est pas corroborée avec une ouverture de chantier, une attestation qui est donc fausse, eh bien, quand on dit du pénal, ça veut dire de la prison. Donc, il faut faire super attention. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler avec des opérateurs qui ont pignon sur rue, sur lesquels vous avez la garantie d'avoir un accompagnement fiscal au travers d'un cabinet d'avocats fiscalistes. Et donc, pour finir avec la Malraux VIR, vente d'immeubles à rénover, on ne peut pas prendre une partie des travaux allant impacter une 2044. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est uniquement le dispositif Malraux. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce que dans un cas, on peut le faire et pourquoi dans l'autre cas, on ne peut pas le faire? La réponse est très simple. Lorsque vous faites une Malraux VIR ou une Pinel VIR, d'ailleurs, c'est exactement le même principe, sur le compromis de vente, vous avez la valeur du foncier et la valeur des travaux. D'accord? C'est vendu sur le compromis de vente. Et dans la mesure où les travaux figurent sur le compromis de vente, ils ont une nature juridique dite de foncier. Et du foncier, ça ne se déduit pas d'une 2044. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut juste utiliser la valeur des travaux pour la réduction d'impôt, puisqu'elle est inhérente au dispositif, mais on ne peut pas utiliser la valeur des travaux, une partie des travaux notamment, pour aller impacter une 2044, puisque la nature juridique sur le compromis, ce ne sont pas les travaux de rénovation, c'est du foncier. Alors qu'en ASL, vous avez compris qu'on avait séparé la partie du foncier de la partie des travaux, puisque le client achète à un marchand de biens ou à un propriétaire, peu importe, son foncier, et ensuite il adhère à cette fameuse ASL qui a été constituée pour l'immeuble en question. Et dans ce cas-là, les travaux qu'il va payer restent une nature juridique de travaux puisqu'ils ne figurent pas sur le compromis. Donc, c'est la nuance entre les deux. Et après, en fonction de vos clients, soit vous déciderez de faire une Malraux ASL parce qu'effectivement, il a un tout petit peu de bénéfices fonciers, 5 ou 8 000 euros de bénéfices fonciers qu'il faut écraser, qui ne justifie pas en tant que tel un investissement pur en déficit foncier. Donc, ça permet d'aller taper sur les deux tableaux. Soit vous avez quelqu'un qui n'a absolument rien, qui lui veut être sécurisé par une garantie financière d'achèvement qui est obligatoire dans une VIR. Dans ce cas-là, il faut lui proposer la VIR. Voilà les deux façons d'investir en ASL, en Malraux, pardon, donc ASL ou VIR. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK. Alors, les avantages du Malraux sont les suivants.
Le taux de réduction d'impôt de la Malraux, sur laquelle notamment travaillent les opérateurs, c'est 30%. Vous avez un autre type de Malraux qui est à 22%, mais personne ne travaille parce que par définition, c'est 22%. Nous, on est en secteur sauvegardé, on travaille à 30%. Donc, ça veut dire qu'on peut appliquer un coefficient de 30% sur les montants de travaux de rénovation. Et le plafond maximal par appartement des travaux de rénovation que l'on peut prendre, qui sont éligibles à ces 30%, c'est 400 000 euros. Alors, on peut faire comme en Pinel, hein, on peut dépasser, on peut faire 400 000 euros de Pinel et dans ce cas-là, sur 100 000 euros, il n'y a pas d'effet de levier. Là, de la même manière, on peut faire 500 000 euros de travaux sur un appartement Malraux, mais on aura un effet de levier que sur 400 000. D'accord ? Et donc, ça veut dire quoi ? 30% de 400 000, au maximum, on peut faire économiser à votre client 120 000 euros d'impôt, et ce qui commence à être assez conséquent, et 120 000 euros d'impôt, vous le verrez tout à l'heure, qui sont répartis évidemment sur plusieurs ans. Cette somme de travaux, avec un maximum de 400 000, mais bien souvent, c'est 150, 200 000 euros de travaux pour avoir un bien qui fait entre 250 et 300. Hein. On n'a jamais, ou peut-être exceptionnellement, des appartements dans lesquels il faut faire 400 000 euros de travaux avec les parties communes. Bon, ça peut exister, mais ce n'est pas le cas, mais néanmoins, c'est le plafond. Eh bien, ce montant de travaux qui figure sur la grille de prix, il doit être dépensé dans les 3 ans qui suivent l'année d'obtention du permis de construire. Alors, quand on lit bien les 3 ans qui suivent l'année, donc il y a une année plus 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 ans en tout, à partir de la date de PC, qui est la date de départ, pour lequel vous devez dépenser les travaux. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, eh bien, tout ce qui est dépensé après n'a plus de sens. C'est pour ça que, comme le point de départ, c'est le permis de construire, la Malraux, c'est comme les yaourts, il y a une date de péremption. Hein. Donc, vous verrez sur les stocks, bien souvent, vous avez Malraux 21, 22, 23. Ça veut dire qu'on a obtenu le PC en 2020 et qu'il y a déjà un an qui est gaspillé. Ou alors, vous avez en fin de commercialisation des Malraux, on va vous dire juste 21, 22, parce qu'on a obtenu le PC en 2019. Bref. Donc ça, c'est important à bien vérifier et pas y aller en disant très bien, je vais étaler mes travaux, je vais dépenser mes travaux sur 4 ans, mais il faut bien aller voir quelle est la date du permis de construire. D'accord ? Donc ça, c'est la manière dont on dépense ces travaux. Et ce qui est intéressant, maintenant, toutes les Malraux qui sont sur le marché, c'est une notion de PC que je n'expliquerai pas aujourd'hui, mais toutes les Malraux qui sont sur le marché permettent la chose suivante, à savoir si le montant de la réduction d'impôt dépasse l'impôt que le client a payé, ce delta-là qui dépasse est reportable pendant 3 ans. Donc, ça veut dire qu'on doit dépenser pendant 4 ans la totalité des travaux à date de PC. Et ensuite, si jamais les travaux qui ont été dépensés en VIR ou en ASL dépassent l'impôt du client, il y a un report de 3 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Malraux permettent de défiscaliser les clients au mieux sur 4 plus 3 sur 7 ans. Mais je répète, on dépense les travaux en monnaie sonnante et trébuchante sur 4 ans, et après, l'effet de levier fiscal peut aller jusqu'à 7 ans. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça permet à quelqu'un qui est peu endetté, qui n'a pas forcément une fiscalité délirante, de pouvoir diluer son avantage fiscal sur une période beaucoup plus longue et ainsi pouvoir lui proposer une Malraux, ce qui n'était pas possible avant, puisqu'on n'avait pas ce report. Avant, je vous rappelle juste pour mémoire, parce que ça, les clients vont vous le dire, en disant que la Malraux, c'est 100 000 euros par an, maximum de dépenses, et c'est 30%. Ce n'est plus le cas. Hein. C'était le cas avant 2017. Après 2017, les PC faisant foi, ce n'est plus le cas. On peut dépenser la totalité des travaux sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans ou sur 4 ans. C'est au choix de l'investisseur en fonction que ce soit une ASL ou une VIR. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui, face à vous, a 120 000 euros d'impôt, vous lui faites faire une Malraux ASL, dans ce cas-là, bien sûr, puisqu'on ne suivra pas les travaux, eh bien, il peut décaisser dès l'exercice 2021 400 000 euros de travaux pour récupérer sur l'année N+1, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la partie du gain fiscal à hauteur de 120 000 euros. Voilà, donc ce gain fiscal non utilisé est reportable, comme est écrit sur le slide.
On est bien entendu, et vous avez vu, c'est grâce à M. Hollande, on est hors plafonnement des niches fiscales, donc on n'a pas besoin de se soucier s'il a fait un Pinel, s'il a une femme de ménage, etc. Tout ça, on s'en fiche. Et dans la Malraux, il n'y a pas de conditions de ressources de locataires, il n'y a pas de loyer plafonné, il n'y a pas de zone A, zone B, zone C, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Notre seul plafond, c'est 400 000 euros de travaux, c'est le seul truc qu'il faut regarder, et la manière dont on les dépense et la manière dont on a le gain fiscal. Il y a toujours une contrepartie, parce que c'est très bien les avantages, mais le législateur vous impose une contrepartie. Alors la contrepartie, elle est sur 3 points. Vous avez une obligation de louer, le client, pardon, investisseur, a une obligation de louer l'appartement en location nue. Il ne peut pas faire du meublé pendant une durée de 9 ans. Hein. À partir de la date d'achèvement des travaux, il faut qu'il loue ce bien pendant 9 ans. Donc, petite anecdote, si le client vous dit « moi, je trouve que le loyer qui figure sur la grille tarifaire, il n'est pas assez élevé parce que mon immeuble il est superbe, etc. et que je veux louer plus cher », attention, monsieur le client, si vous louez plus cher, c'est votre droit, il n'y a pas de limite, vous faites ce que vous voulez, mais si vous n'obtenez pas de locataire parce que vous êtes au-delà du marché et que votre locataire arrive la 2e année de livraison, l'avantage fiscal Malraux, il n'y en a plus. Donc, il faut louer dans les 12 mois à compter de l'achèvement des travaux. Il faut trouver un locataire. C'est pour ça que, encore plus, il faut être au prix de marché, parce que si vous êtes au prix de marché en termes locatifs d'un bien qui est tout à fait rénové, avec de la domotique, tout équipé, avec les normes phoniques, thermiques, vous allez naturellement aspirer le marché locatif de la ville dans laquelle vous êtes et vous n'aurez aucune difficulté. Par contre, monsieur le client, si vous voulez effectivement avoir un loyer plus cher pour avoir une renta plus chère, vous avez le droit, mais le risque, il est là. Hein. Donc ça, c'est important. Et enfin, alors ça veut dire, pardonnez-moi, dans l'obligation de location nue pendant 9 ans, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé cette obligation-là, on peut très bien switcher notre bien en loueur en meublé non professionnel, permettant de se soustraire à la fiscalité liée aux bénéfices fonciers, donc la TMI et les charges sociales. Puisque quand on passe en meublé option réelle, on a cette capacité d'amortir la valeur du bien qui vient contrecarrer le loyer BIC et qui fait du déficit industriel et commercial pendant toute la durée, ça dure 15-20 ans, et ce qui supprime la fiscalité sur les revenus BIC dès lors qu'on est passé en location meublée. Alors, je ne sais pas si tout le monde maîtrise la location meublée, j'imagine que oui, mais voilà, c'est vraiment l'option réelle, ce n'est pas du micro BIC, c'est l'option réelle. Et on fait un troisième et dernière contrepartie. On ne peut pas louer à un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. C'est comme ça, on ne peut pas le faire. Mais voilà donc le principe général d'une Malraux, les avantages et la contrepartie. Si vous avez des questions, je répète, n'hésitez pas, je regarde la montre. On est bon, super. Ok. Super clair. Ok, merci. Merci. Après, je vais simplement vous expliquer, mais très rapidement, puisqu'on fait dans les slides suivants, il y a ce qu'on appelle une Malraux optimisée au déficit foncier. Pour ceux qui ne sont pas familiers du déficit foncier, je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est. Le déficit foncier, c'est quoi? C'est rencontrer un client qui a lui-même déjà des appartements, duquel il tire en revenu locatif, comme une entreprise qui a un chiffre d'affaires. Et en face de ce chiffre d'affaires, ce client-là, il va avoir des charges. Les charges, c'est les intérêts bancaires, c'est la taxe foncière, c'est l'assurance propriétaire non occupant, etc. Et la différence de ces 2 postes, donc les revenus locatifs sous forme de loyer, qui est le chiffre d'affaires de l'activité du client, et les différentes charges, intérêts, assurances, frais de gestion locative, fait qu'il est soit en bénéfice, si le résultat est positif, soit il est en déficit. S'il est en bénéfice, qui est bien souvent le cas, ça suppose que ce bénéfice-là, il va être soumis au barème progressif, donc les fameuses tranches 0, 11, 30, 41, 45, bon, très bien, pour pouvoir être fiscalisé. Et comme ça ne suffit pas encore, puisqu'en France, on n'aime pas les propriétaires bailleurs, eh bien, le bénéfice foncier va être soumis aux charges sociales, la fameuse CSG-RDS, pour une valeur de 17,2. Donc, comprenez une chose, c'est que si quelqu'un, mettons, j'ai n'importe quoi, a 10 000 euros de bénéfices fonciers et qu'il a une tranche à 30, qui est une tranche normale d'un investisseur normal, 30 plus 17,2, ça fait 47,2. Donc, sur ces 10 000 euros de bénéfices, on va lui prendre 4 720 euros d'impôt. Donc, c'est colossal. Donc, le principe d'une opération en déficit foncier est de dire, monsieur, vous avez du bénéfice foncier, résultat de votre 2044, eh bien, vous allez acquérir un autre appartement
dans lequel vous allez faire des travaux de rénovation, eh bien, ces travaux de rénovation vont pouvoir venir dans les charges locatives, la partie négative de mon petit schéma. Et à partir du moment où on a des travaux de rénovation qui sont égales ou supérieurs aux bénéfices fonciers existants, vous êtes d'accord qu'on le ramène à zéro et qu'on en économise de la fiscalité, donc la TMI du client, plus les charges sociales. Bien. Et dans le principe de ce déficit foncier, donc on écrase par la charge des travaux un bénéfice foncier existant. Et si les travaux sont supérieurs aux bénéfices fonciers existants, et ceci dans la limite de 10 700 €, vous avez de manière automatique 10 700 € qui vont venir impacter le revenu global. J'ai 20 000 € de bénéfices fonciers. Je décaisse la première année 100 000 € de travaux. Je vais donc utiliser de ces 100 000 € de travaux, 20 000 pour écraser le bénéfice foncier. Donc, j'ai écrasé 20 000 € de bénéfice foncier. J'ai économisé, donc, mettons à une tranche à 30, 30 plus 17,2, j'ai économisé donc 47,2% des 20 000 € de bénéfice foncier. Ça, c'est la première chose. Il me reste ensuite 80 000 € de travaux qui n'ont pas encore eu leur utilité fiscale. Eh bien, de ces 80 000 € de travaux, et de manière automatique, vous avez un plafond maximal de 10 700 € qui vient comprimer le revenu imposable de vos clients. Donc, 10 700 € fois cette fameuse tranche à 30 dans mon exemple, ça fait 3 200 et quelques euros de réduction d'impôt supplémentaire. Et enfin, ces 80 000 qui restaient moins 10 700 qu'on a utilisés de manière automatique fiscalement, il va rester donc 70 000 à peu près. Ces 70 000 €, cette poche de déficit qu'on n'a pas utilisée, quant à elle, elle est reportable pendant 10 ans. Voilà comment ça fonctionne. Et je précise une chose, c'est que le report de cette poche de déficit foncier ne permet pas sur les années suivantes de bénéficier des fameux 10 700. Ça, je le vois trop sur les simulations. C'est-à-dire que les 10 700 ne sont déductibles du revenu global qu'à partir du moment où la charge des travaux, donc il faut des travaux, par définition, qui soient payés et que ces charges de travaux dépassent le bénéfice foncier. Et comprenez que dans un report d'une poche de travaux, c'est une charge de travaux, elle a déjà été payée, c'est juste un report. Donc il n'y a pas de 10 700 € les années suivantes, sauf si vous saucissonnez vos travaux en plusieurs années et que chaque année, eh bien, on dépasse le bénéfice foncier, eh bien, la part qui dépasse dans la limite de 2007, oui, dans ce cas-là, ça vient impacter un revenu global. D'accord ? Donc voilà, c'était juste pour vous signifier comment fonctionne le déficit foncier, qui finalement n'est pas sorcier, c'est que des plus et des moins. Après, c'est juste la mécanique qu'il faut comprendre, parce que je vais pouvoir l'utiliser après. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? C'est bon pour tout le monde ? OK. Alors, je vais vous prendre un exemple super simple de Malraux. Vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. On a un client qui a 28 000 € d'impôts, qui réalise un investissement dans un appartement dont l'immeuble est dans le secteur sauvegardé. Et dans cet appartement, il y fait réaliser 150 000 € de travaux. Bien. Sur l'exercice 2021, il décide, parce qu'il est en schéma ASN, mettons, de décaisser que 40 000 € de travaux pour des raisons diverses et variées. Eh bien, l'effet de levier fiscal lié à son décaissement des travaux sur le compte de l'ASN, c'est 40 fois 30%, 12 000 €, aucune difficulté. En 2022, là, il décide de monter un petit peu la sauce, c'est-à-dire que sur son enveloppe de 150 000 € de travaux, il a déjà dépensé 40 000. Donc là, il décide en 2022 de dépenser 60 000. Même chose, aucune difficulté, 60 fois 30%, 18 000 € de gain fiscal. Et enfin, à la livraison imaginée du bien en 2023, il solde le reste de ces 150 000. Donc, il n'a plus qu'à payer 50 000 € de travaux, 50 fois 30%, 15 000, aucune difficulté. Ce qui fait qu'on a bien un gain fiscal qui correspond à 30% de 150 000, qui fait bien 45 000 € de réduction d'impôt sur plusieurs exercices. Bon, ça, c'est simple, je ne reviens même pas. Après, un tout petit peu plus compliqué, c'est pour vous signifier la Malraux optimisée au déficit foncier. Dans mon exemple, j'ai quelqu'un qui a une TMI, une tranche marginale d'imposition à 30%. On va considérer dans mon exemple simplifié que tout travaille à 30%. Bien. Il a un impôt de 28 000 € et de surcroît, il a 10 000 € de bénéfices fonciers tirés de ses différentes locations. Il a fait son calcul de sa 2044. Son résultat est de 10 000. Il fait réaliser un investissement en Malraux dans lequel il est indiqué qu'il y a en tout 150 000 € de travaux et que ces 150 000 € de travaux, ça c'est sur votre grille tarifaire, ils sont répartis de la manière suivante. Il y a 100 000 € qui sont en Malraux et 50 000 € qui seront en déficit foncier. Ça, c'est juste un aspect déclaratif sur la déclaration d'impôt.
Très bien. Sachant ça, il fait son investissement et sur l'exercice 2021, il va décider ici de régler sur 2021 que 40 000 euros sur sa poche globale. D'accord? Donc, sur sa poche Malraux ici, puisque je l'ai indiqué travaux Malraux, il décaisse 40 000 euros. Bon, très bien. Et sur sa poche de déficit foncier, il va décaisser 10 000. En réalité, vous allez comprendre, le décaissement qu'il va faire, il va faire 50 000 euros sur le compte de l'ASL. D'accord? Et après, on va répartir dans la partie déclarative 40 000 en Malraux et 10 000 en déficit foncier. Il ne fait pas un virement de 10 000 et un virement de 40 000. Il fait 50 000. Bon. Mais après, on le répartit comme ça. Donc, l'effet de levier, lequel est-il? Eh bien, dans la mesure où il a réglé 10 000 euros qui viendront effacer son bénéfice foncier, 10 moins 10, ça fait 0. D'accord? Et il a donc après payé 40 000 euros. Donc, l'effet fiscal de ces différents décaissements, bon, la Malraux, aucune difficulté, c'est 40 000 fois 30%, ça fait 12 000. En revanche, le bénéfice foncier, on sait que dans mon exemple, la TMI est à 30, donc il payait avant son bénéfice foncier existant fois 30%, il payait 3 000. Et... Allô, allô? Oui. On t'a perdu, Yuri. Ouais. Vous m'entendez tous? Ça y est. Là, tu es revenu. Ah, super, j'ai eu peur. J'ai vu connexion, défaut de connexion. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Ouais. Bon, tout le monde est là. Donc, vous voyez l'écran, tout ça. Je ne vois plus vos images, mais ce n'est pas très grave. Non, on voit plus ta présentation en revanche. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je ne sais pas. Tu as dû arrêter de partager l'écran. Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Alors, effectivement, là, je ne suis pas en partage. Qu'est-ce que c'est débile, ce truc? Alors, attendez. Hop, ne bougez pas. On va solutionner ça. Partage d'écran. Tac. Vous voyez l'écran, là? Ouais. C'est bon pour l'écran? Ouais, c'est bon. Ouais, ok, super. Excusez-moi, je suis désolé. Donc, j'en étais là. Voilà. Donc, de ces 40 000 euros, pardon, de ces 10 000 euros, il a économisé évidemment la fiscalité liée à son bénéfice foncier et les prélèvements sociaux. Donc, comme il a décaissé 10 000, qu'il vient d'annuler les 10 000 euros de bénéfice foncier, au total, il a économisé 3 000 et 1 720, 4 720 euros au titre de l'écrasement de son bénéfice foncier. Son résultat fiscal global, c'est la somme des trois postes, à savoir 16 720. Ensuite, arrive l'exercice 2021 et il décide en tout de décaisser 80 000 euros qui seront déclarés respectivement 60 en Malraux et 20 en déficit sur sa 2044. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a décaissé 20 000 euros, il n'a que 10 000 euros de bénéfice foncier. Donc, vous êtes d'accord qu'il reste encore 10 000 euros de déficit qui n'a pas été imputé fiscalement. Eh bien, souvenez-vous, à partir du moment où la charge des travaux dépasse le bénéfice foncier et à concurrence maximale de 10 700 euros, de manière automatique sans rien à faire, il y a cette somme-là qui va sur le revenu global. Or là, il ne reste que 10 000, ce n'est pas 10 700, mais c'est ce qui reste, donc on ne peut pas impacter plus. Et donc, il aura un impact fiscal sur son revenu global de 10 000 euros. Les conséquences fiscales sont les suivantes. Pour le Malraux, pas de difficulté, il a décaissé 60 fois 30% qui est le dispositif Malraux, ça fait 18 000 euros d'impôt. Ensuite, il a économisé sur son bénéfice foncier sa TMI et les charges sociales, c'est la même chose que précédemment, 3 000 plus 1 720. Ce qui différencie par rapport à avant, c'est qu'il a déduit de son revenu global 10 000 euros au titre de cette déduction-là, et que ces 10 000 euros, puisqu'on est toujours à 30, lui permettent d'obtenir 3 000 euros de réduction d'impôt supplémentaire. Résultat des courses, pour avoir décaissé 80 000 euros en total, il aura un cumul d'économie fiscale de 25 720. Arrive l'exercice 2023, même principe. Là, il va décaisser le solde, c'est-à-dire qu'il a fini de payer ses travaux Malraux, puisque je vous rappelle qu'il y avait 100 000 euros de Malraux, il a dépensé 40 ici et 60, donc il a tout éclusé. Et il a dépensé en termes de déficit foncier 10 000 et 20 000, 30, donc il ne reste plus que 20 à solder. Et comme c'est la livraison du bien, il solde. Donc, l'impact, il est le même. Les 20 000 euros viennent écraser les 10 000 euros. Il reste donc 10 000 euros qui vont automatiquement imputer le revenu global. Son résultat fiscal, sur la Malraux, il n'y a plus rien. Il a tout utilisé, très bien. Ensuite, sur ses bénéfices fonciers, il économise la TMI plus les charges sociales et il a toujours, cette seconde année, l'imputation sur son revenu global de 10 000 euros. Comme il a une tranche à 30, ça fait 3 000 et donc pour 7 720 euros de résultat fiscal. Ça veut dire quoi? Sur la totalité de son investissement,
il a un gain fiscal qui est à 33,44. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que simplement le fait d'optimiser le déficit foncier, on lui a fait gagner 3,44% de plus que si on l'avait complètement déclaré son opération en Malraux pur, puisqu'on aurait eu 150 000 euros de travaux fois 30%, ce qui doit faire grosso modo 45 000 euros. Donc, on lui a fait économiser 5 000 euros de plus, et je pense que c'est vraiment notre boulot, c'est d'optimiser au maximum la pression fiscale. Donc, voilà comment fonctionne une Malraux optimisée au déficit foncier qui, je le rappelle, ne peut être faite qu'en ASL. En VIR, on ne peut pas faire ça. En VIR, c'est le premier slide que vous avez vu précédemment. OK pour ça ? Dernier tableau, c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au point de vue de la trésorerie. Donc là, on est sur un investissement Malraux complet, foncier plus travaux de 250 000 euros avec les frais de notaire. Et dans cette enveloppe-là, on a 160 000 euros de travaux qui sont éligibles en Malraux pur. On considère qu'on fait une Malraux pure pour simplifier les choses. Et il va payer chaque année, puisqu'on divise en 4 fois, chaque année, il va payer 40 000 euros sur 4 ans. On est au tout début du PC, donc il peut décaisser 40 000 en 2021, 40 000 en 2022, etc., etc. Je finance mon client sur 20 ans à un taux global avec assurance de 1,40 et j'obtiens ce petit tableau-là sur lequel on va faire quelques commentaires. Donc, vous avez une première ligne qui sont le prêt. Donc là, j'ai décidé de ne pas faire de différé, de ne pas faire tout ça, mais ça ne change pas grand-chose. L'idée, c'est de voir effectivement qu'on a décaissé une partie du foncier et une petite partie des travaux, donc on a une première mensualité. Ensuite, on décaisse la deuxième partie de travaux, les 40 000 supplémentaires, ça augmente la mensualité, les 40 000 d'après encore, et la fin des travaux, on a décaissé la totalité des 250 000 euros, où là, évidemment, après, on aura un remboursement qui est constant. Bien. Le gain fiscal, alors vous voyez, il est effectif sur l'exercice 2021, mais en flux de trésorerie, il n'arrive qu'en 2022, pour la raison que j'ai évoquée, c'est que l'administration fiscale sera au courant de l'année suivante de son investissement, et qu'on ne peut pas diminuer son prélèvement à la source. Et comme il a versé 40 000 euros, 4 x 3, 12, ça fait 12 000 ici, 12 000 ici, 12 000 ici, et le dernier 12 000 est inhérent aux travaux décaissés en 2024. Donc ça, c'est sa partie gain fiscal qui va donc arriver sur son compte une fois qu'il aura fait sa déclaration. Ensuite, sur cette colonne-là, vous avez la perspective des loyers. Donc évidemment, il n'y a pas de loyer pendant la fabrication. On considère qu'il y a un loyer plein qui est une constante à partir du moment où on a livré, donc au partir du 1er janvier 2025. Après, s'il y a loyer, il y a charge. Donc, moi, j'ai ici mis simplement, dans mes simulations, je mets 12% du montant des loyers permettant de couvrir les frais du mandat de gestion locative, la PNO et les frais de syndic, et je rajoute à ces 12% un mois de loyer permettant de couvrir la taxe foncière. Ce qui fait grosso modo du 21 ou du 22% sur les charges permettant de pouvoir, évidemment, définir des charges puisque les loyers sont bruts et donc il faut forcément des charges. Et ensuite, c'est très simple. La première année, puisque j'ai un prêt, j'ai aucun gain fiscal, rien du tout, j'ai 7 456 euros à payer, donc ce qui correspond à une épargne mensuelle de 621 euros. Bon, ok, très bien. Ensuite, la seconde année, j'ai le fait que le gain fiscal arrive, donc je vais pouvoir générer de la trésorerie ici, et donc j'ai 0 d'impôt puisque ma trésorerie elle est positive. Et ensuite, etc., les 12 000 euros, etc., toute la ligne-là, elle est sur cette même chose-là. Et ensuite, à partir du moment où je n'ai plus d'avantage fiscal, que j'ai un loyer plein et que j'ai des charges pleines et un remboursement plein, j'ai un différentiel ici qui est de 780 euros. Mais si on fait la moyenne de tous ces différentiels-là, en réalité, notre client sur 13 ans, alors pourquoi 13 ans? C'est 4 ans de travaux à partir de 2021, ces 4 années-là, et ensuite j'ai fait 9 ans d'obligations locatives qui correspond au dispositif Malraux. Donc c'est pour ça qu'on est sur 13 ans. La moyenne de son épargne mensuelle est de 511 euros. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer la mécanique. Alors, bien entendu, les simulations que je vous fournirai sont bien plus précises que cela et heureusement, on tient compte de tout, de la fiscalité générée par l'opération, on tient compte des intérêts bancaires, on tient compte de absolument tout, mais c'est simplement pour vous expliquer un petit peu la mécanique de ces choses-là. OK pour ça?
Alors, je vais me dépêcher un petit peu parce qu'on dépasse un petit peu l'heure. Quelle heure est-il? 11h08. Ouais. Alors, je vais vous expliquer nos opérations. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous l'avez compris, on essaie toujours d'être dans des grandes villes. On a des emplacements qui sont plutôt premium et qui sont évidemment la chose la plus importante. Quelques photos que certains d'entre vous ont déjà vues la fois dernière, mais ça permet de voir comment on livre. Donc, on livre les biens tout équipés avec la cuisine, meuble haut, meuble bas, plaque vitrocéramique, haute aspirante. On ne livre pas le frigo parce qu'on considère que c'est le locataire qui l'a porté. Vous avez WC suspendu, douche à l'italienne, visiophone, bref, vous avez tout un tas de choses. Alors, attendez, je sais quelqu'un qui arrive, là, je ne sais pas qui c'est ça. Bon, peu importe. Pardon. Ah, voilà. Voilà d'autres opérations qu'on a livrées. Donc, on voit ici les douches à l'italienne, on voit le visiophone, ça, c'est des parties communes. Je fais vite. Une autre opération aussi qui est plutôt sympa parce qu'on essaie d'organiser les choses pour que l'ensemble soit sympa. Là, vous avez une espèce de petit bar accessible par l'arrière dans le séjour. Donc, on peut faire la cuisine, boire un coup en même temps. Donc, voilà, il y a une certaine recherche de convivialité dans le bien et cette recherche-là d'équipement, etc., elle est faite par l'architecte d'intérieur avec laquelle nous travaillons, qui est une salariée de l'entreprise, qui propose les couleurs, le mobilier et au client, in fine, il y aura une proposition de mobilier qui est faite. S'il veut des placards noirs plutôt blancs, etc., il aura le choix d'avoir ce qu'il souhaite dans la gamme qu'on va lui présenter. Et encore les WC suspendus, bref. Et voilà la dernière slide, je pense. Ici, là, c'était un mélange plutôt acier, verre, bois qui était plutôt sympa. On a conservé ici les pierres apparentes. Ça, c'est une opération en Bordeaux de mémoire. Et même dans les parties communes, on met bien entendu des tableaux. Alors, on les accroche, on les visse. Autrement, ils partent. C'est comme ça, malheureusement. Mais on essaie de faire quelque chose qui soit vraiment cohérent. Voilà. Et après, aujourd'hui, en catalogue Malraux, j'ai quelques villes éligibles. Il y en a d'autres qui vont arriver, notamment une Malraux à Saint-Émilion qui va arriver en catalogue. Aujourd'hui, j'ai Lyon, Chambéry, Avignon, et encore, je ne suis même pas sûr qu'Avignon, il reste Villeneuve-les-Avignon, Nîmes et Bayonne. Et c'est un mélange entre des Malraux Vire et des Malraux ASL qu'on va voir tout de suite. Donc ici, j'ai une opération à Bayonne, au 32 rue de l'Espagne, qui est la rue principale commerçante. Alors, vous vérifierez sur le stock si mon slide est à jour par rapport au nombre de lots. Et là, voyez-vous, c'est marqué Malraux Vire. Donc, typiquement, celle-ci n'est pas optimisable au déficit foncier. On ne peut déduire ses travaux, payer ses travaux qu'au fur et à mesure de l'avancement du chantier. D'accord ? Mais on a un emplacement premium. Alors, on est sur des immeubles évidemment bayonnais qui sont assez étroits, tous, et assez hauts, mais c'est inhérent à la ville. Mais on est vraiment placé sur un centre-ville extraordinaire. On est également présent sur Chambéry, sur une opération qui est dans le centre historique, c'est-à-dire que la place Saint-Léger, en réalité, c'est une rue dont une partie est carrossable, il y a des routes, il y a des voitures, pardon, je suis fatigué, et l'autre partie qui est vraiment une partie qui est piétonne, et on est sur cet immeuble qui est central, avec aujourd'hui une pharmacie en bas, et on va rénover toute cette partie d'immeuble, et on ne peut pas être plus centre-ville que ça, c'est pas possible. On a une autre Malraux en ASL qui est sur la ville de Lyon. Alors, les Lyonnais n'adorent que Lyon, donc ça peut avoir du sens. Alors, c'est une Malraux, voyez-vous, qui est assez chère au mètre carré, puisque le prix du foncier à Lyon est vraiment exorbitant, et que là, l'immeuble, c'est un vieil immeuble qui date du 16 ou du 17e. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on a un prix global qui est assez cher, mais quand on enlève l'avantage fiscal Malraux, on corrobore un petit peu avec les prix de marché. Donc, pour ceux qui veulent vraiment du Lyon intramuros, ça peut avoir du sens. Une opération à Nîmes. Alors, je trouve que la photo n'est pas très belle parce qu'en fait, l'immeuble, il n'est pas comme ça. Ça, c'est un rajout que l'on fait nous. Il faut voir l'immeuble de l'autre côté. Enfin, peu importe. Ça, c'est une maladresse du graphiste parce que ça ne donne pas très envie. Néanmoins, on est sur le boulevard Gambetta, pour ceux qui connaissent Nîmes, qui est une ville romaine très, très belle. Le boulevard Gambetta est l'artère principale de la ville qui traverse la ville. Et là, on est en Malraux ASL, donc avec des lots qui font 180 000, 190 000. On n'est pas forcément sur des grosses entités qui font 500 000 ou 600 000. On est sur des petites volumétries qui peuvent avoir du sens pour vos clients. Après Nîmes, on a également une autre opération qui est celle-ci en Vire, place du marché. Donc, c'est cet immeuble qui est ici, avec toutes les fenêtres qui donnent sur la place du marché. Donc, ça peut être extrêmement intéressant puisqu'on est sur un centre-ville plutôt vraiment bon. Et petite anecdote pour finir,
la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, j'avais un investisseur qui est venu avec son CGP et l'investisseur disait oui, c'est très bien, mais par contre, ça doit être très bruyant. Alors là, j'ai fait un temps d'arrêt. J'ai dit, attendez, monsieur, soit vous faites un Pinel, ce qui était l'origine du projet, et vous dites que vous n'avez pas envie parce que vous n'êtes pas en centre-ville, première, deuxième couronne, et soit vous faites du centre-ville, mais bien entendu, au centre-ville, comme son nom l'indique, c'est le centre d'une ville. Donc, vous avez des commerces, des bars, etc. Donc, forcément, on ne peut pas tout avoir. Ce n'est pas possible. Donc, ça l'a fait sourire. Il a compris qu'il avait dit une bêtise. Mais voilà, des fois, c'est l'incohérence des investisseurs qui ne réfléchissent pas et qui sont plutôt reptiliens que réfléchis. On a une autre opération qui est éligible également en Malraux, c'est du MH, mais c'est éligible en Malraux pour une partie des lots, qui est l'ancienne maison de Christine Lagarde à Villeneuve-les-Avignon, qui jouxte Avignon. C'est la partie un peu noble, la banlieue chic d'Avignon. Vous avez beaucoup d'immatriculations 75 et des gens qui ont beaucoup de moyens qui vont là-bas parce que la vie est très agréable. Et pour preuve, la famille de Christine Lagarde est sur cet immeuble-là qu'elle a vendu. Donc voilà, ça peut avoir du sens si vous cherchez quelque chose dans le sud. Et enfin, mais ça je pense qu'on n'en a plus, il a été réservé hier, on avait une autre opération à Avignon Centre qui était en Malraux-Vire, mais le lot, je pense, qui figure ici, il a été réservé. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à me solliciter quand vous avez des questions, puisque le stock, vous savez, entre les réservations qui sont validées, les refus bancaires, enfin tout un tas de choses, ça tourne pas mal. Donc quand vous avez un besoin spécifique, échangeons ensemble. Je pense que tout le monde a mon numéro de téléphone, mon numéro de portable et mon adresse mail. Ça permet vraiment de faire des choses qui sont couvertes. Voilà, j'étais un tout petit peu plus long puisqu'il est 11h14, non, ça va encore. Est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation? Alors, je rappelle juste, pardonnez-moi, qu'elle est enregistrée. Je vous enverrai ce slide comme j'ai fait la dernière fois, comme ça vous aurez absolument tout. Merci Yuri pour cette présentation. Moi, j'ai une question puisque je me rends compte que très souvent, lorsque j'ai des clients et qu'on parle de Malraux, ils me disent oui, mais je vais acheter trop cher et je vais payer dans ma défiscalisation le prix au mètre carré. Donc, c'est rentré, en tout cas dans les gens que je rencontre, dans les croyances. Comment tu fais pour ramollir cette croyance? Alors, très simplement, j'explique que le dispositif Malraux a été prévu par le législateur pour avoir un avantage fiscal qui est considérable, c'est 30% de la valeur des travaux, et qu'ils ont fait ça pour une raison très simple, c'est que l'imposition qu'ils font sur la manière dont on doit rénover le neuf, puisqu'on est soumis au desiderata de l'architecte des bâtiments de France, fait que le prix facial est très important. Mais lorsqu'on prend en compte l'avantage fiscal qui doit être pris en compte dans ce cadre-là, puisqu'il est très conséquent, on arrive à un prix de revient. Et si ce prix de revient, lorsqu'on le compare au guide des valeurs vénales, on est dans le prix du marché, je considère qu'on achète bien. Voilà. C'est comme ça que je réponds. Et ensuite, je peux vous faire ce qu'on appelle une analyse de prix, où là, je décompose les parties communes, les parties privatives, pour expliquer les tenants, les aboutissants, puisque bien souvent, quand les gens comparent, ils comparent un appartement, comme je le disais tout au début, à acheter en face de l'immeuble. L'appartement, peut-être qu'il est rénové, mais c'est que les parties privatives qui sont rénovées. Ce n'est pas les parties communes. Or là, quand il achète, il a tout. Donc pendant 10 ans, avec la dommage ouvrage et la décennale, il n'a aucune problématique. Et après, je ressens toujours les clients en disant, voilà, effectivement, vous pouvez avoir intellectuellement l'impression que c'est plus cher, mais je vais vous montrer que si on fait l'acquisition, vous serez au prix de marché par rapport aux valeurs vénales. Et puis, monsieur, ce qui compte avant tout dans toutes ces opérations, c'est l'emplacement. Et reconnaissez que lorsqu'on fait de l'ancien, l'emplacement, il est premium. Donc, même si vous avez le sentiment d'acheter un tout petit peu plus cher, finalement, vous vous y retrouverez sur la vente. Alors que si vous achetez en périphérie, vous n'aurez pas la même plus-value à terme. Donc voilà comment je traite les choses, mais je vous donne raison, c'est l'objection number one, c'est le prix. Que l'on soit en Malraux, en monument historique, c'est encore pire, mais on a un avantage fiscal qui est encore meilleur, qui est prévu par le législateur. Je vois qu'il est bon. Merci Yuri. D'autres questions peut-être? Oui. Est-ce que, Yuri, vous intervenez jusqu'à quel point avec le client dans le temps? C'est-à-dire par rapport à la vente ou par rapport après? Alors, il y a la vente, il y a l'accompagnement, il y a la livraison. Après, tout ce qui est ASL, tout ça, c'est vous qui l'organisez, j'imagine. Alors, nous, sans être nous, puisque c'est le cabinet d'avocat fiscaliste qui s'occupe de cela. Oui. Donc, c'est lui qui gère l'ASL avec le président de l'ASL qui est lui-même un investisseur. Donc, ils sont en contact tous les deux pour la signature des marchés, etc. Et ensuite, une fois que le bien est livré, l'ASL, elle est dissoute.
hein, et elle est remplacée par le syndic de copro, puisque l'ASL n'a que vocation de la rénovation du bien. D'accord. Tout ça s'est fait effectivement avec le président de l'ASL qui est un investisseur et le cabinet d'avocats fiscalistes, bien sûr. Donc après, l'accompagnement, c'est nous. Vous n'êtes plus du tout dans la partie et la gestion. Alors, la gestion, elle peut nous Ok, être le liée. syndic. Là, on a toujours un lien par rapport à la gestion locative. Lorsqu'on livre, on doit bien entendu lever les réserves, la prise qui est de travers, je ne sais pas quoi, il manque un bout de peinture ici, donc c'est ce qu'on fait. Et une fois que la livraison est effective, eh ben, le client il a eu son avantage fiscal, il a sa livraison qui est faite. Soit il passe par vous pour la partie locative, soit il passe par nous pour la partie locative. Et après, de toute façon, dans la mesure où, et ça c'est important, et ça me fait penser à une chose, et merci monsieur, le cabinet d'avocats fiscalistes, sa mission ne s'arrête pas à la livraison. C'est-à-dire que sa mission, elle est comme un notaire, il conserve les éléments déclaratifs de l'immeuble, les documents de l'immeuble, les permis, etc., permettant, si jamais votre client, dans 5 ans, l'administration fiscale lui dit j'aimerais bien que vous fournissiez tel ou tel document, eh bien, il est en archive dans le cabinet d'avocats fiscalistes et ça lui permet, ça fait partie de sa mission et ça fait partie du prix, hein, bien sûr. C'est l'avocat fiscaliste qui va donc défendre les intérêts du client. Par contre, l'avocat fiscaliste arrêtera sa mission déclarative, donc ce que j'appelais la déclaration d'impôt, à partir de l'année de livraison de l'immeuble. Après, c'est une 2044 tout à fait classique. Mais néanmoins, il conserve dans ses archives le client qui peut le solliciter dès lors qu'il a une difficulté avec l'administration. Absolument. D'accord. Merci. Je vous en prie. D'autres questions peut-être ? Si, moi j'en ai une dernière parce que je vais avoir des propositions. Ce que tu nous as présenté est très clair. Ça tombait pile poil. Il y avait un exemple qui va exactement avec ce que je vais rechercher. Mais en fait, c'est un peu difficile sur ce qu'il y a. Qu'est-ce qui va arriver prochainement? Est-ce que toi, tu as des idées Alors, oui, prochainement, dans les tuyaux, il y a une Malraux qui est à Saint-Émilion. Vraiment, alors, Saint-Émilion, mis à part la partie du vin, et c'est ce qui intéresse les gens parce que ça a une connotation internationale, on sera donc dans le village de Saint-Émilion sur une Malraux. C'est la seule Malraux qui est dans les semaines à venir éligible. Après, on a d'autres choses dans les tuyaux, mais ça sera, je pense, pour septembre, pas avant. Donc là, dans le stock sur lequel on peut travailler, c'est les différentes villes qu'on a évoquées, Nîmes, Chambéry, Villeneuve-les-Avignon. C'était les slides d'avant. Et après, là, moi, je peux vous le fournir. Hein, vous aurez tous les prix, les détails, etc. J'irai voir. Merci beaucoup. Je vous en prie. On est tout bon ? Allez. Ouais. Je vous souhaite c'est pas encore un bon appétit, mais bientôt. Et puis, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite des événements, avec grand plaisir. Et j'enverrai donc l'enregistrement et les slides de ce qu'on a vu aujourd'hui. OK ? Merci, Yuri. Merci, à bientôt. Allez, Merci, bonne journée. au revoir, bonne journée.